Bonjour à tous. Merci Michel de m'avoir invité et l'ENV. Et je vais me présenter rapidement. Donc, je suis actuellement CTPS au Crèves de Montpellier. Je suis au service du haut niveau. Et dans une vie antérieure, pendant 20 ans, j'ai entraîné l'équipe de France de canoë monoplace et d'autres bateaux aussi sur des échéances classiques, championnats du monde, Jeux olympiques. Et j'ai traversé de nombreux dispositifs, j'ai accompagné de nombreux sportifs. Et donc, c'est sûrement pour ça que Michel m'a invité. Et j'ai accompagné donc sur 3 Jeux olympiques des personnes que vous allez voir, parce que j'ai des petites vidéos qui vont illustrer ma présentation. Il s'agit de Sylvain Curigné qui a eu une médaille d'argent aux Jeux de Barcelone, que je coachais à l'époque, ainsi que Jackie Avril, qui a fait médaille de bronze, mais lui, on ne le verra pas. Sur les Jeux d'Atlanta, le frère de Tony, Patrice Estanguet, qu'on verra aussi, parce qu'on va voir qu'il a joué un rôle dans la dernière Olympiade pour son frère, et bien sûr Tony Estanguet. Donc, les attentes, le cadre que Michel m'avait donné, c'est d'introduire la présentation des entraîneurs qui va suivre, en donnant on va dire, les tensions qu'il y a entre les projets individuels et le projet collectif, avec bien sûr le thème qui est le collectif ressources pour la performance. Donc je ne vais pas faire une présentation, une analyse sur la dynamique de groupe, etc., mais plutôt évoquer avec vous ce que le mot collectif avait comme écho, comme résonance dans ma carrière d'entraîneur. Et donc ce sera des petits modèles et des cadres sur ce que le mot collectif évoquait pour moi. Et ensuite, alors déjà je vais mettre un bémol, je ne vais pas traiter les sports collectifs. Donc je m'adresserai uniquement aux sports individuels, support à 1, à 2 ou à 3, voire à plus, mais pas les sports individuels, grand terrain, petit terrain. Je m'adresse à ces sportifs dans les sports individuels, plutôt. Voilà. La position que je défendrai, c'est que le collectif, effectivement, on ne peut pas gagner sans collectif, mais il s'agit de bien définir les collectifs avec lesquels on travaille, sachant que le collectif, même si on pense toujours positif, peut être négatif, suivant s'il est maîtrisé, mal maîtrisé. Et ce n'est pas la panacée universelle que de fonctionner en collectif, on est tous frères, on communique, etc. Donc, dès qu'on parle projet individuel, projet collectif, bien sûr, dans la plupart des cas, on espère où c'est avéré, il y a on va dans le même sens, ça arrive la plupart du temps, mais des fois, les projets individuels s'opposent au projet collectif. Et vous allez voir que, bien sûr, tout le monde sait que dans les projets individuels, derrière ces projets individuels, il y a toutes sortes de projets. Le projet du sportif, des sportifs, notamment quand ils sont plusieurs sur le support. Alors, ils peuvent avoir le même projet, mais ils peuvent avoir des projets différents. Mais il peut y avoir le projet de l'entraîneur, qui peut être le même que le sportif ou les sportifs, mais ça peut être un autre projet que l'entraîneur a en entraînant ces mêmes sportifs. Je ne vais pas faire la liste, mais il peut y avoir aussi l'intérêt du sponsor, et on a évoqué ce matin, qui prend des fois le dessus sur le projet du sportif parce qu'il ne fait pas la séance ce matin, parce qu'il faut qu'il aille se faire prendre en photo. Donc, des fois, il y a les projets contradictoires. Le projet collectif, de la même manière, il y a le projet collectif de la direction technique. Il nous faut 4 médailles, quelle que soit la catégorie, quelle que soit la discipline. Il y a le projet de l'entraîneur collectif, quand il a un pool de bateaux. Le projet du sportif, des sportifs. Alors, encore une fois, ça peut être les mêmes sportifs d'un même team. On présentera les différents types de dispositifs. Et bon, il y en a des multiples. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot projet pour chacun? Donc, il y a le projet sportif. Il y a le projet stratégique, il y a le projet privé, parce que ça s'interfère, on l'a vu ce matin.
On l'a vu aussi avec la dernière expérience de la dernière présentation avec c'était Eliès avec le projet Frivé de l'accouchement de sa femme, le projet professionnel, le projet politique. Bon, donc on sent bien que ça peut, le projet individuel, le projet collectif peuvent aller dans le même sens. Et il y a de grandes chances que des fois ils s'entrechoquent et des fois même ils sont trop contre-productifs, surtout quand l'entraîneur n'a pas le même que celui du sportif ou que le DTN, etc. etc. Donc je ne vais pas insister là-dessus. Et on va voir qu'autour de ces projets individuels et collectifs, il y a un certain nombre de paramètres qui semblent même illimités, mais je vais m'arrêter à quelques-uns, qui va faire que ces projets évoluent, ces projets sont difficilement maîtrisables et je vais évoquer certains paramètres. Par exemple, l'entraîneur du quotidien, dans certaines fédérations, il y a un entraîneur du quotidien qui travaille avec, mais ça arrive en voile aussi, hein, qui travaille au quotidien avec l'athlète toute l'année, et puis c'est un autre entraîneur qui l'accompagne au jeu. Bon là, ça pose des problèmes, c'est fréquent, hein. Et là, le projet, il y a sûrement un projet commun, il faut espérer, mais ça peut poser problème. L'entraîneur sélectionneur par rapport à un entraîneur qui n'est pas sélectionneur, ça pose aussi problème. Le dispositif, et là je vais y revenir tout de suite après, si tous les athlètes sont au même endroit, style judo, hein, à l'INSEP, tous les athlètes qui vont au jeu, ils sont au moins 3 ans avant à l'INSEP, tous ensemble. Ou des athlètes qui sont dispersés, des athlètes qui sont sur des pôles France. Et le dispositif, bien sûr, va influer sur le travail collectif. Est-ce que l'entraîneur qui réunit tous les mois les gars qui sont répartis développe la même chose que l'entraîneur qui est au quotidien et qui va les accompagner de A à Z jusqu'au jeu. Donc on voit que tous ces dispositifs vont percuter le projet individuel, le projet collectif. Alors, les partenaires concurrents, j'y reviendrai aussi. L'individualisation qui prend actuellement de plus en plus d'importance, je vais y revenir aussi. Le mode de sélection. Le mode de sélection a une influence, bien entendu, et la manière dont est installé le mode de sélection et la manière dont on va sélectionner et qui va être sélectionné peut impacter les projets individuels et collectifs. Le nombre de places, bon, on le trouve en voile, hein. Au championnat du monde, vous pouvez en emmener un certain nombre. Au jeu, comme en canoë, un seul. Donc là, ça change la donne. Et il y a des projets collectifs, quand il y a 3 places dans le groupe, bon, avec un peu de chance, je serai parmi les 3. L'année des Jeux, non. L'année des Jeux, il n'y a plus qu'une place. Donc ça change la donne, ou ça peut la changer. Et bien sûr, c'est pas exhaustif. Les dispositifs, tous les dispositifs existent. Je vais aller très vite, regroupés au même endroit, le judo, répartis dans des pôles France, canoë un peu, la voile sur certaines classes de bateaux, répartis dans les clubs, avec Claude Fauquet qui a modifié via l'EPES en instaurant des clubs dans l'EPES. Ça fait que, et on verra pourquoi, hein, bien entendu, mais ça modifie aussi la donne par rapport au judo où de toute façon il n'y a même pas besoin de se poser de questions. On quitte son club à un moment donné, et on se retrouve à l'INSEP si on veut aller au jeu. Appartenance à des teams, on voit aussi dans certains sports, notamment en tennis, des teams privés qui s'occupent d'un athlète et puis l'athlète se balade avec son team. Et là, ça crée des collectifs différents. D'où viennent ces dispositifs, de l'histoire, des stratégies fédérales. Je prends par exemple le cyclisme. Depuis 30 ou 40 ans, il y avait deux centres, hein, IER et INSEP. Et pour une raison semi-stratégique, un cadre part, il n'y a plus de cadre là-bas, hop, on regroupe tous les athlètes à l'INSEP. Pourtant, l'histoire faisait que la performance peut-être venait du fait que les deux pôles étaient en compétition. Tennis-golf, les teams privés qui pensent que c'est l'apport de l'argent et les sportifs, à un moment donné, sous la casquette de l'individualisation, très rapidement se sont dit
je vais me construire mon team. Il n'y aura pas de concurrence. J'irai moi chercher la concurrence. Et c'est souvent dans les sports où l'argent est arrivé assez vite. La nature de l'activité, donc là je parlerai judo où il y a besoin de nombreux partenaires, ou l'escrime, un peu plus le judo, on a plus tendance à concentrer tous les sportifs au même endroit, comme ça, eux ils disent on a la viande sur place, et donc ça c'est la nature de l'activité, mais c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les judokas eux-mêmes. En voile et en canoë, les partenaires pour comparaison, comme ce ne sont pas des activités chronométrées comme l'athlétisme par exemple, bien que l'athlétisme aurait peut-être besoin aussi a besoin de comparaison, mais encore plus ces activités, on tire un bord où Tony Estanguet fait un beau parcours tout seul, il dit super, je vais très vite, oui mais il est tout seul et il a besoin de comparaison, comme celui qui tire son bord, il dit oh là là aujourd'hui, mais sauf que s'il y avait un copain à côté, peut-être qu'il s'apercevrait que ça ne va pas si bien que ça. Donc ces activités, de par ces activités, la nature de ces activités, on a besoin de partenaires. Alors, bien sûr, tout de suite, hein, partenaires, concurrents. On voit déjà se profiler cette diade-là qui va poser problème. Hein. L'évolution cyclique. Exemple, Tony Estanguet, qui a fait 4 Olympiades, comme vous le savez, qui a à peu près vécu tous les systèmes. Je vais vous présenter une petite vidéo où vous allez voir qu'en début d'Olympiade, il se permet, dans le milieu canoë-kayak, ça ne se voyait pas. J'aurais mangé ma casquette s'il avait fait ça il y a 15 ans. Il se permet de demander à la fédération, vous allez voir. J'ai dit à la fédération, écoutez, moi j'ai envie de travailler avec Sylvain Curigné, parce que je le connais bien et j'ai l'impression qu'il peut m'apporter plein de choses. Et ce que j'aimerais qu'ils ressentent, c'est la sentir, cette rivière, et la comprendre au plus juste et faire en sorte que chaque mouvement d'eau, chaque courant, chaque aléa, chaque fluctuation ne lui soit pas indifférente, ne lui soit pas étrangère, mais qu'il puisse faire avec au mieux. Donc la fédération a accepté, m'a laissé avancer un peu avec Sylvain Curigné. Et une fois que Sylvain a accepté de travailler avec moi, on a décidé ensemble de travailler aussi avec Patrice. Bon, ça peut sembler anodin, mais dans notre fédération, le fait qu'un athlète dise voilà, je veux travailler avec un tel, ça ne se voyait pas il y a quelques années. Mais le fait est là que le dispositif presque a évolué avec les Tony Estanguet qui évoluaient. Je reviendrai sur cette évolution de dispositif, mais le fait est que c'est cyclique et l'escrime qui était réparti dans différents pôles a tout réuni actuellement à l'INSEP avec de magnifiques installations, mais ils parlent déjà de repartir, parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des inconvénients. Et si on prend... bon, c'est normal, les histoires vont au bout, et puis on repart sur autre chose, et puis on refait. Et le canoë est reparti sur un autre fonctionnement cette année. Bon, en athlétisme, c'est surtout souvent autour d'un entraîneur que se focalisent ces collectifs. Les ressources, puisque dans le titre, il y avait ressources, je vais vite balayer les ressources avec les impacts positifs de la ressource, émulation, comparaison, compétition, cohésion, brassage. On a déjà parlé de ça ce matin, hein, ce que pouvait amener un collectif, donc je ne vais pas revenir. Esprit d'équipe, solidarité, le fait de dire ah tiens, il y a un tel qui a été champion olympique ou champion du monde, donc ça veut dire que c'est possible. Donc ils s'entraînent ensemble, ils voient ce que décrivait Julie ce matin. Elle a vu des grands s'entraîner. C'était aussi Sébastien qui le disait. Bouillon de culture aussi. Quand il y a plusieurs sportifs qui s'entraînent ensemble, ils échangent, ils construisent, ils inventent beaucoup plus vite que s'ils étaient chacun de leur côté. Donc ça, effectivement, on dit, ben voilà, c'est ce qu'il faut. Sauf que de l'autre côté, il y a la défiance. Dès qu'on commence à s'entraîner ensemble,
il y a la défiance, il y a la jalousie, et des fois, et pas que pour les filles, hein, j'ai connu aussi ça avec les garçons. Lui, il me préfère, lui, il m'aime pas. L'uniformisation, parce que plus si on coach 10 personnes, eh bien, on a tendance par rapidité d'uniformaliser l'entraînement. Déficit d'efficacité, espionnage, érosion de confiance, spirale négative. Quand une équipe est bien soudée et que ça commence à partir en live, toute l'équipe part en live. Donc le gars il dit mais alors pourquoi je suis dans cette équipe qui part en live? Voilà. Donc c'est des impacts négatifs qui sous-tendent hein, en fait le dilemme qu'il y a entre les ressources positives et négatives. Lutte interne, voilà. Donc dans la préparation en 2013, mais en 2012 c'était pareil, je vais faire un petit passage sur l'individualisation. Et l'entraînement actuel, on l'a vécu pour la préparation des Jeux, inflation du temps consacré à l'entraînement. Les charges d'entraînement très lourdes, entraînement technique, préparation physique qui prend toute sa place maintenant. Il n'y a pas un athlète qui ne fait pas de préparation physique intégrée et en salle de muscu ou ailleurs. Les soins à la récupération, pour que ça passe mieux, il y a besoin de récupérer. La récupération, ça prend du temps et ça ne se fait plus n'importe comment. La mise au point du matériel, les projets parallèles, parce qu'on continue à vivre quand même la vie professionnelle. S'il y en a qui sont en formation, bon, même si les 2 dernières années avant les Jeux, ils mettent un holà, il y a quand même 2 années où il faut qu'ils aient à faire les deux. La vie familiale, pour ceux qui en ont, la communication. Bon, tout ça, ce sont des projets qui se rajoutent et ça fait que l'athlète de haut niveau qui prépare les Jeux, il doit optimiser son temps. Optimiser son temps pour gagner du temps pour s'entraîner, parce qu'il essaye de tout faire pour consacrer tout son temps pour s'entraîner. Précision des actions, il ne fait pas n'importe quoi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une des solutions, c'est l'individualisation. Ce qu'a fait le tennisman il y a 40 ans en montant son team privé. Donc on voit apparaître un élan continu sur l'individualisation depuis une quinzaine d'années dans les sports, on va dire, où il n'y avait pas trop cet élan. Là, pratiquement dans tous les sports, on voit un élan vers l'individualisation. Ça ne veut pas dire le non collectif, hein, c'est l'individualisation. Et en canoë, en triathlon, donc l'évolution, vous avez la demande de Tony, on est en plein dans l'individualisation quand Tony fait cette demande-là. Exemple en triathlon, mais comme en canoë, moi j'étais à Sydney, j'étais l'entraîneur des canoës monoplace. Il n'y en avait qu'un, c'était imposé. En triathlon, c'était pareil. L'entraîneur Gérard Honora à Sydney, il avait les 3 triathlètes, et puis c'était dès Pékin, les triathlètes, ils avaient chacun leur coach. En canoë, ils ont chacun leur coach encore plus ou moins fédéraux, mais on arrive à un souci d'individualisation parce que, pour les raisons que j'ai évoquées avant, et même les Chinois en badminton, d'habitude, il y avait un coach chef, ils ont un entraîneur personnel maintenant, les Chinois, alors que c'était vraiment très réglementé. C'est la compétitrice française qui est issue de la Chine qui nous l'a précisé. Bon, bien sûr, l'individualisation, on connaît les avantages, les connaissances approfondies de l'individu, puisqu'on en a un ou deux à manager. On peut aller très loin dans la connaissance physique, intellectuelle, psychologique. On peut avoir un suivi personnalisé beaucoup plus fin. On peut avoir une qualité de relation différente et on peut être disponible. Vous allez voir une petite vidéo, encore une fois, de Tony. Vous allez voir son programme de la journée. Eh bien, son programme de la journée, vous allez voir qu'il faut être adaptable parce qu'on s'adapte au profil du sportif. Alors, je vais parler souvent de Tony, c'est un peu, on va dire, caricatural parce qu'il a une place précise à la fédération de canoë et bien sûr, on est confronté à des desiderata qui sortent un peu de l'ordinaire, mais toutes les fédés rencontrent ça, en particulier actuellement. Moi aujourd'hui, je ne sais pas exactement comment il faut que je m'y prenne pour gagner les Jeux. Et ça ne m'intéresse pas de répondre à cette question. Au contraire, j'essaie de faire au fur et à mesure, jour après jour,
en fonction de mon état de fraîcheur, en fonction de mon envie, de ce que je suis prêt à absorber comme entraînement. Du coup, j'ai pas vraiment de journée type. En général, c'est plutôt 2 séances par jour, donc une le matin, une l'après-midi. Il y a des jours où je vais rajouter un échauffement un peu plus long en salle parce que je me sens bien et que c'est important de le faire. Il y a des jours où j'ai pas envie de le faire et je sais que ça va pas être efficace parce que j'ai l'impression que j'ai besoin à chaque séance d'aller chercher quelque chose pour progresser. Donc ça veut dire quoi ça? Ce qu'on vient d'entendre, c'est que l'entraîneur, il n'est pas à sa disposition parce qu'il habitait déjà Toulouse alors que Tony habite Pau, mais quand l'entraîneur est à Pau, il s'adapte, puisque vous avez entendu, il navigue, pas quand ça lui chante, parce qu'il a quand même une démarche et très précise, et il est régulier, on ne va pas dire que là il a poussé un peu le bouchon un peu loin, mais il y a une adaptation, l'entraîneur il s'adapte, même s'il y a un cadre, en plus il y a Sylvain Curinier avait trois pagayeurs à entraîner. Donc, disponibilité de l'entraîneur, je vais aller plus vite. Donc, l'individualisation, ça oblige l'entraîneur à s'adapter. Ça oblige à avoir, d'après les dispositifs, une augmentation du nombre d'entraîneurs, une diminution du nombre de sportifs coachés par l'entraîneur et des développements de team, des développements des choses qui modifient les dispositifs, notamment le club. Ce que voulait Claude Fauquet, par exemple, c'est que l'entraîneur que l'athlète reste au club et qui prépare les Jeux au club, ce qui est arrivé à Nice, par exemple, pour les 2 champions olympiques. Où le coach, là, il connaît bien l'individu, il coach peu de monde et il reste sur son site d'entraînement. Donc, je vais aller plus vite. 2-3 modèles de collectifs et on va les avoir illustrés après avec nos entraîneurs. Le partenaire concurrent, c'est-à-dire dans le même collectif, il y a, et c'est la plupart... on va dire dans beaucoup d'équipes, le coach regroupe, le dispositif regroupe le partenaire et le concurrent. Ça a des avantages et des inconvénients. C'est très difficile à gérer, plus on s'approche bien sûr de l'échéance. Puisque l'échéance avançant, c'est bien de communiquer, d'échanger jusqu'à un certain point. Il y en a qui arrivent, notamment Tom et John, on en reparlera tout à l'heure. Il y en a qui n'arrivent pas. Il y en a, l'année olympique, c'est impossible de les mettre côte à côte, à part dans des séances bien précises, bien verrouillées. Et ça pose des problèmes, alors que 4 ans avant, ils peuvent développer, 4 ans avant les Jeux, notamment quand il y a de la place au championnat du monde. Là, ça se passe bien. Donc, c'est une premier cas de figure. Qui nécessite, je vais très vite encore, des règles de fonctionnement très précises, un gros travail de l'entraîneur sur la cohésion, sur la régulation, des règles de fonctionnement très co-construites, souvent des égalités de prestations millimétrées, de managérat égalitaire, on va voir ça tout à l'heure, la confidentialité, une stratégie individuelle respectée, avec des réussites qui dépendent de l'histoire, du passif qu'il y a entre certains athlètes. Il y en a qui ne pourront jamais travailler ensemble, c'est impossible parce qu'ils sont trop opposés dans leur caractère, leur manière d'être. Et l'histoire aussi, bon, on parlait de Tony Estanguet, on ne va pas proposer à Tony Estanguet au bout de sa 4e Olympiade la même chose qu'on lui proposait quand il avait 15 ans avec un stage... où il y a les juniors, tout le monde, et puis on y va. Ça c'est difficile. Aussi, le cycle des groupes, on en a parlé. Et la problématique, c'est que l'entraîneur doit développer du gagnant-gagnant. S'il ne développe pas du gagnant-gagnant, et s'il n'y a pas une confiance par rapport à ça, ça ne marche pas. Et on va voir que les dispositifs qui marchent, c'est quand les sportifs ont l'impression que c'est gagnant-gagnant.
Autre cas de figure, c'est le groupe où il y a des partenaires d'entraînement qui ne sont pas concurrents. C'était le cas pour Tony Estanguet cette année, où il y avait une kayak dame, un kayak et un C1 dans ce groupe. Donc là, pas de concurrents. Donc l'avantage, c'est qu'il y a de l'émulation, mais bien sûr, il n'y a pas de comparaison, puisque Tony navigue avec un kayak ou avec un C1, donc c'est avec un kayak dame. Par contre, les projets, il n'y a pas de méfiance, puisqu'il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas de compétition entre eux. Donc l'émulation, le soutien est très bon. En revanche, ils sont obligés d'aller chercher ailleurs la comparaison. Hein, il y a ceci, ces dispositifs dans beaucoup de fédérations, et souvent, ils ne vont pas chercher la comparaison en France, parce que sinon, ils vont retrouver les Français. Ils vont à l'étranger. On a connu ça aussi en planche à un moment donné. Mais ils vont chercher la confrontation à l'étranger. Même, ils préfèrent se confronter à un étranger, parce qu'ils ont l'impression que s'ils vont voir les Français, eh bien, le Français va tout les pomper, quoi. Donc c'était l'exemple de Tony. Un exemple, je vais vite rapidement le survoler, c'est un team unique. On a dit tennis, dans certaines fédérations ça existe. En ski, il y a eu quelques tentatives, mais en athlée aussi avec Teddy Tamgo, mais ça marche pas super, mais ça existe bien sûr en tennis. Donc là c'est du millimétré. Bien sûr, l'inconvénient, c'est toujours la comparaison, la mutualisation. Il est tout seul. Quand ça ne va pas, bon, voilà. Mais ça existe, et la plupart des tennisman sont sous ce régime. Les dispositifs de sélection, rapidement, impactent le collectif, s'ils sont mathématiques ou pas, s'ils sont ouverts ou pas, c'est-à-dire sur un grand nombre ou réservé à 5-6 personnes. Et bien sûr, j'en ai parlé, combien il y a de places pour l'échéance aux Jeux Olympiques en canoë, en voile, une seule place. Ça change la donne par rapport aux années championnats du monde. Et là, ça impacte le collectif directement. Si l'entraîneur est sélectionneur dans certaines classes, enfin je ne sais pas si vous êtes sélectionneur, mais dans certaines fédérations, l'entraîneur est sélectionneur. Ça change la donne aussi au niveau d'un collectif, bien entendu. Si l'entraîneur est sélectionneur, il y a des règles d'équité à mettre en place, etc. S'il n'est pas sélectionneur, les sélections ne passent pas par lui, et donc le collectif s'en trouve différent. Alors collectif, dernier point, c'est quand on parle collectif, c'est aussi ce qu'il y a autour de l'athlète. Et donc, j'ai fait cette représentation qui est classique, hein, les différents cercles concentriques, où on retrouve dans chaque cercle les différents partenaires de la diade coach sportif. Et plus on s'éloigne du centre, plus les relations sont larges, sont moins serrées, bien entendu. Donc le cercle rapproché, bien sûr, c'est le centre. Et ensuite, on a le cercle un peu, on va dire, c'est le cercle rapproché. Si on peut choisir, c'est pas toujours le cas, mais si on peut choisir ses collaborateurs, c'est mieux. Alors des fois, certains sont choisis, d'autres pas. Si on s'éloigne, on voit apparaître d'autres personnalités de la fédération. Le DTN qui peut être dans le deuxième cercle, des fois il est dans le troisième, suivant l'histoire, suivant la nature des fédérations. Et le quatrième cercle, c'est les cercles qui est beaucoup plus loin, qui n'est pas, bon, qui peut-être par rapport à la famille, qui est peut-être pas loin effectivement, mais qui est loin au moment des courses. Ce collectif, il mérite d'être contrôlé, notamment par des règles très précises, qui sont souvent par les fédérations, les entraîneurs bien anticipés avant d'arriver sur le terrain. La maîtrise d'étanchéité entre les différents cercles est importante, et la communication entre les cercles est aussi importante, notamment les systèmes de filtres par rapport à des contacts, à des rendez-vous.
des plannings serrés, des circuits de rendez-vous qui doivent être authentifiés, souvent par le coach, suivant, ça dépend de l'organisation, mais le collectif, ce type de collectif doit être maîtrisé aussi, au risque d'avoir des gros problèmes de nuisance, notamment des rencontres impromptues. Un politique qui veut absolument voir le champion avant son départ. On a vu ça, nous, aux Jeux de Barcelone. Ça a été catastrophique. En revanche, si c'est bien managé, ça peut être un plus pour le sportif, notamment l'émulation que peut amener un collectif. Donc j'ai terminé, mais avant de donner la parole aux entraîneurs, je vais vous montrer deux dernières vidéos de Tony. Une vidéo, alors toutes les vidéos que vous avez vues jusqu'à là, elles ont été filmées avant les Jeux. Et c'est des vidéos, les deux dernières, qui sont intéressantes parce qu'on parlait de la minute avant le départ, qu'est-ce qui se passe. Et là, vous allez... Tony va parler, il est sur le lieu des Jeux, 1 mois et demi avant les Jeux, et il dit ce qu'il éprouve en voyant le start. Donc déjà, c'est une réflexion sur son approche de la compétition, sa dernière compétition. J'ai pas fini et j'ai vraiment besoin de continuer à avoir l'impression d'être un petit jeune qui a rien fait, qui a jamais rien gagné et qui a intérêt à se bouger les fesses pour être bon à Londres, parce que si je m'installe dans ce pseudo-confort, dans cette pseudo-réussite d'un mec qui a déjà tout gagné, qui a plutôt bien réussi avec des partenaires et tout ça, je sais que demain, je vais prendre une grosse claque, quoi. Donc j'ai pas du tout envie d'assumer aujourd'hui cette réussite. Peut-être qu'un jour, quand j'aurai décidé de tourner la page, je reviendrai dessus, mais pour l'instant, l'histoire, elle n'est pas finie, donc elle n'est pas réussie, quoi. C'est jamais la même chose, c'est jamais la même histoire, et c'est toujours différent. Et du coup, j'ai hâte de voir comment je vais réagir cette fois-ci. Je crois que dans notre activité, peut-être plus que dans d'autres activités, ce qui doit faire la différence, c'est la capacité d'ouverture, la capacité à faire partie de l'environnement, à faire partie de la course, à être juste et présent dans l'instant. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans ce que je fais, c'est de savoir comment je vais gérer la minute qui précède le départ, que je vais être attaché au départ, qui restera moins d'une minute, et où là, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et donc ce mélange, cet instant, c'est un mélange d'envie, d'engagement, de détermination importante, parce qu'il faut avoir la niaque pour y aller, et il faut être un peu agressif par rapport à ça. Mais aussi un moment où il faut rester serein, où il faut rester calme, où il faut rester ouvert. Il ne s'agit pas à ce moment-là de fermer les yeux, de se dire allez, je vais forcer comme une mule et ça va aller jusqu'en bas. Parce que rien n'est fait, même si la préparation elle a été très bonne, même si l'échauffement a été très bon, rien n'est encore fait. Et il va falloir accepter de rester ouvert, de rester lucide jusqu'en bas pour être intelligent par rapport à la course et peut-être même s'adapter, improviser, parce que ce qui est prévu dans le projet, ça va peut-être pas se passer exactement comme prévu. Et donc je trouve qu'à cet instant-là, mentalement, ça boue, quoi. C'est-à-dire qu'il se passe énormément de choses. Et donc c'est ça qui m'interpelle et qui m'intrigue, c'est-à-dire que je trouve qu'on a une complexité cérébrale qui fait que c'est jamais la même chose, c'est jamais la même histoire. Donc cette vidéo avant, 1 mois et demi avant les Jeux, c'est intéressant de voir ce qu'il prévoit dans ce start. Voilà, j'en ai terminé.